j'étais sur la place centrale. Donc, on va continuer avec la présentation de Julia, qui a brillamment soutenu sa thèse la semaine dernière et qui vient de recruter au CIRAD et qui part à Madagascar en août même. Ouais, en août. Bonjour à tous, merci. Mais voilà, moi je vais vous présenter un petit bout de mon travail de thèse, justement, qui a essayé de regarder un peu comment on pouvait décortiquer la sérologie au coronavirus chez l'homme. Donc, c'est pas vraiment appliqué aux petits mammifères, mais voilà, je voulais vous présenter cet outil, cette perspective méthodologique pour des applications à la faune sauvage, et notamment chez les rongeurs ou les chauves-souris. Donc, rapidement, quand on parle d'exposition à des pathogènes ou des choses comme ça, on revient très vite à la sérologie qui permet en fait d'évaluer des expositions passées à des pathogènes. Et la sérologie, quand on recherche des anticorps, elle a jusqu'à présent un gros panel on va dire, d'applications, outre le diagnostic clinique, mais également comment on peut évaluer des poids ou le poids de certaines maladies dans des populations qui pourraient être soit asymptomatiques, soit non diagnostiquées. On a vu ça avec le cas notamment du SARS-CoV-2, comment se rendre compte de l'infiltration en fait, du virus au sein des populations humaines. C'est des choses qui ont été montrées notamment sur la circulation d'hantavirus dans des populations qui étaient a priori pas forcément exposées. On peut regarder aussi avec la sérologie des risques d'émergence. Donc ça faisait partie un peu enfin, pas qu'un peu, non, c'était vraiment le cœur de ma thèse, et notamment avec l'exposition de communautés spécifiquement exposées via des pratiques. Là, c'était le cas au Myanmar de personnes qui travaillent dans l'extraction minière ou la collecte de guano dans des grottes de chauves-souris qui étaient exposées à des sarbecovirus de chauves-souris. Ça permet également d'identifier potentiellement de nouveaux réservoirs ou des nouvelles populations hôtes des pathogènes qu'on recherche et d'apporter des informations en termes de circulation, de transmission des pathogènes au sein de ces populations et entre différentes populations. Et là, j'ai pris juste l'exemple de la circulation de la bactérie responsable de la fièvre Q, qui a été montrée comme infiltrant aussi d'autres réservoirs animaux en Europe. Donc, vous savez à peu près tous, mais c'est juste pour apporter un petit peu de contexte à ça. Il y a un paquet de tests sérologiques qu'on peut utiliser pour détecter des anticorps. Et moi, dans le cadre de mon travail, on a plutôt utilisé un outil multiplex, donc qui est basé sur des antigènes couplés à des billes. Et je vais juste vous rappeler un tout petit peu ce principe, parce que c'est important un peu pour la suite de l'interprétation de ces données-là. Donc, en gros, qu'est-ce que c'est ces tests sérologiques multiplex sur billes? C'est un ELISA, mais sur billes en suspension, où on a des antigènes qui sont couplés à des billes qui sont identifiées de façon individuelle par une couleur spécifique. Et en présence d'anticorps, les anticorps vont venir s'accrocher, reconnaître ces antigènes. Et la détection de ces anticorps se fait par une fluorescence qui est lue sur le principe de la cytométrie de flux et qui va reconnaître la bille et donner une intensité de fluorescence qui va être associée en fait à la liaison de ces anticorps. Dans le cadre de ce travail-là, nous avons utilisé un panel qui permettait la détection d'anticorps contre 10 coronavirus. Donc on les voit ici sur la diapo, comprenant donc un panel de coronavirus humains, les 4 coronas humains qui sont endémiques chez l'homme, les 3 coronas émergents qui ont émergé donc, au cours de ces 2 dernières décennies, donc le SARS-CoV, SARS-CoV-2 et MERS, et 3 coronavirus spécifiques de chauves-souris, HKU3, HKU4, HKU9, et qui représentent du coup une diversité de coronavirus au sein des alpha et des bêta-coronavirus. Mais je ne vais pas trop rentrer dans ces détails. Et d'un point de vue méthodologique, on a utilisé une stratégie qui utilisait 2 antigènes par coronavirus, donc 2 antigènes qui sont connus pour être immunogènes, qui donc déclenchent une réponse immunitaire, et qui sont donc les antigènes de la spike S et de la nucléocapside. Et donc avec ce test-là, on a combiné 20 antigènes sur 20 billes différentes qui permettaient de potentiellement détecter 20 réponses anticorps différentes pour 10 coronavirus.
un des outputs de ce test, donc, c'est des fluorescences qui sont associées à la détection de ces anticorps pour chacun de ces antigènes. Et quand on parle de ces méthodes de détection d'anticorps et tout ça, il y a un paquet de méthodes pour interpréter toutes ces données. Donc là, c'est juste pour vous donner, je ne vais pas rentrer du tout dans le détail, mais c'est pour vous montrer qu'il y a un paquet de méthodes pour essayer de déterminer si les gens ou les animaux sont séropositifs, séronégatifs, s'il y a des présences d'anticorps ou pas. Elles ont toutes une liste d'avantages, d'inconvénients, mais ce qui est important de noter, c'est que la grande majorité de ces méthodes-là, en fait, repose sur la disponibilité de sérums contrôle positifs, négatifs, ou de sérums dont on connaît le statut à l'avance des gens ou des animaux, ce qui pose bien évidemment des gros challenges dans l'interprétation des données, quand on travaille notamment sur les pathogènes émergents ou sur des populations animales et pour lesquelles on n'a généralement pas accès, ou pas encore, en tout cas, tous ces contrôles, tous ces sérums standards. Et c'est là, du coup, rentre en jeu une des méthodes qui était listée dans le tableau d'avant, qui se base sur une modélisation statistique qui essaie de se sortir de la nécessité de ces contrôles pour valider un test et se positionner par rapport à ça, et qui utilise le jeu de données en lui-même. Donc, ces modèles, en fait, sont des modèles statistiques qui permettent, en fait, qui se basent sur le fait que au sein d'une distribution d'un jeu de données, on va en fait avoir plusieurs sous-populations cachées à l'intérieur de ce jeu de données et que chacune de ces populations est vraiment distribuée de façon distincte. Dans le cadre de la sérologie, on va pouvoir poser l'hypothèse que on va avoir deux distributions au sein d'un jeu de données qui va être les séronégatifs, qui correspondraient du coup à ce qu'on voit en dessous, là, la courbe de gauche avec des fluorescences qui seraient plus faibles, et potentiellement des séropositifs qui seraient représentés par la distribution avec les valeurs de fluorescence les plus élevées. Donc, chacune de ces distributions est caractérisée par un set de paramètres en fait, à déterminer qui sont mus, qui correspondent en fait à la moyenne de fluorescence de chacune de ces distributions. Sigma, qui est la déviation standard, en fait, la variabilité qu'on peut observer au sein de ces distributions, et delta, qui est le poids en fait de chacune de ces distributions, qui pourrait représenter en fait la proportion de chacune de ces distributions au sein de l'ensemble de ces données. Donc ces paramètres, eux, sont estimés à l'aide d'un algorithme qui est itératif et en fait qui essaie de trouver la meilleure combinaison possible pour modéliser ces données. Et de ces modèles, en fait, on sort principalement deux sorties, deux outputs qui sont un seuil binaire de fluorescence qui est estimé par le modèle lui-même et qui permet de catégoriser, de trouver une valeur de fluorescence qui va nous séparer de façon binaire les deux sous-populations. Et également ce qu'on a appelé dans notre travail PIPOSE, qui est en fait une probabilité individuelle pour chacun de nos échantillons d'appartenir en fait à la sous-population des séropositifs. Donc là, c'est juste pour vous illustrer un petit peu les résultats que nous avons obtenus sur un ensemble de près de 900 sérums humains qui ont été testés avec ce test sérologique multiplex. Et là, ce qu'on voit, c'est la distribution de ces valeurs de fluorescence en abscisse ici pour les 10 virus contenus dans le panel et pour chacun des antigènes. Donc on voit bien qu'en fonction des antigènes, en fonction des virus, on a déjà des observations qui sont complètement différentes et qu'il apparaît peut-être incongru ou pas du tout, en tout cas approprié de définir des seuils de façon généraliste, et c'est difficile de savoir voilà, où est-ce qu'on peut placer un seuil. Donc là, j'ai mis des barres un petit peu au hasard, mais pour vous montrer que c'est difficile de pouvoir établir ça à partir de ces données-là. Donc en gros, ce qu'on a fait, c'est qu'on a appliqué les modèles que je viens de vous présenter pour ces 20 jeux de données indépendants. Donc on a obtenu 20 modèles, je ne vais pas aller au travers de ces 20 modèles-là, mais du coup, je vais vous en montrer un qui présente du coup ce qu'on a obtenu pour notre jeu de données concernant la détection d'anticorps contre la nucléocapside du SARS-CoV. Donc, ce qu'on voit en gros sur ce graphe, en histogramme, c'est notre distribution des fluorescences obtenues pour ce panel-là. Et la ligne violette pleine, en gros, c'est la distribution de ces données-là.
et en ligne pointillée les deux sous-distributions qui ont été estimées par le modèle. Donc, celle de gauche représentant potentiellement les séronégatifs, celle de droite les séropositifs. La barre verticale jaune, elle représente le seuil binaire qui a été estimé comme le mieux par le modèle pour séparer nos populations. Et la courbe verte que vous voyez, c'est les probabilités individuelles de positivité. Donc, au fur et à mesure que notre fluorescence augmente, bah, si mon échantillon a cette fluorescence-là, sa probabilité d'appartenir à cette deuxième courbe ici. Donc là, je vais vous montrer, c'est pas du tout pour les discuter, mais les différents paramètres voilà, qui ont été estimés pour ce modèle-là. Et dans toutes les études qui utilisent ce type de modèle pour essayer d'estimer des paramètres de séropositivité, utilisent soit le cutoff, soit le paramètre de proportion pour estimer justement des séropositivités. Mais ce qu'on voit, c'est que dans le cadre, alors là, c'est un joli exemple, des fois c'est un peu plus fouillis, ou des fois ça se sépare complètement, mais on voit bien qu'il y a une zone hachurée ici, où parfois on a une superposition au niveau de ces courbes-là, et ces méthodes, en fait, ne permettent pas d'estimer très précisément, au final, cette incertitude qu'on va avoir ici. Et c'est pour ça que nous, on a pris le parti de se baser plus sur la courbe verte, en fait, sur les probabilités de positivité qui pouvaient être associées aux fluorescences pour tenir compte de cette incertitude. Pardon. Et donc, ce qu'on a fait en gros pour essayer d'estimer ces séropositivités, c'est de comparer les différentes estimations qu'on a pu obtenir, soit en utilisant le cutoff binaire, la barre verticale qu'on a vue, soit les probabilités de positivité. D'un point de vue utilisation de ces données-là, la séropositivité, c'est bien quand on arrive à l'avoir de façon binaire, donc positif, négatif, ce qui est un peu plus délicat en termes d'interprétation quand on travaille sur des probabilités de positivité. Du coup, dans ce travail-là, on a testé plusieurs seuils appliqués aux probabilités de positivité, variant entre 80 et 95%. Et dans notre cas, vous vous souvenez, on a testé 2 antigènes par virus. On sait que pour les coronavirus, on peut avoir des dynamiques immunitaires différentes selon les antigènes. Et du coup, pour augmenter la spécificité de notre test, comme l'idée ici, c'était d'essayer de détecter potentiellement des expositions à certains pathogènes émergents, voire de pathogènes de chauve-souris. On a estimé qu'un prélèvement était séropositif si on avait une réactivité supérieure au seuil, à la fois pour la nucléocapside et la spike. Donc là, ce qu'on voit sur le graphe, c'est du coup les différentes estimations de séropositivité en fonction des différentes méthodes. Donc, ce qu'on peut voir déjà, c'est que les estimations basées sur les probabilités de positivité sont un peu plus spécifiques, beaucoup plus stringentes, et que, bien évidemment, au fur et à mesure qu'on augmente ce seuil, nos estimations diminuent fortement. Et ce qui est le point un peu particulier ici, c'est que au niveau des coronavirus de chauve-souris, là, si on zoome un peu là-dessus, on a des estimations de séropositivité qui sont relativement faibles, mais qui sont constantes au fur et à mesure qu'on augmente la spécificité de nos seuils. Du coup, indiquant probablement une spécificité de ce signal sérologique qu'on a observé à ce niveau-là. Du coup, moi, dans la suite de mon travail, après, j'ai fait un choix, on va dire, raisonné de balance entre sensibilité et spécificité en utilisant un seuil à 90% pour obtenir des séroprévalences. Et ensuite, j'ai pu travailler sur des analyses de facteurs de risque, comme ce qui a pu être montré précédemment. Et voilà, du coup, juste un petit peu pour terminer ça, c'est que on le sait qu'en sérologie, notamment les méthodes de classification, de seuil sont vraiment hyper importantes, parce que c'est sur ces méthodes-là qu'on se base en fait pour estimer des taux de séropositivité et ce qui a des implications par rapport à ce qu'on recherche. Et donc sur les méthodes que nous avons pu un petit peu évaluer, celles basées sur les probabilités de positivité étaient beaucoup plus conservatives et permettaient des classifications probablement plus robustes que se baser que sur des seuils binaires ou sur les poids des populations estimés par les modèles.
Et ce qui a un avantage quand on regarde en tout cas des expositions à des pathogènes particuliers. Et ce qui est intéressant aussi avec ces outils-là, c'est qu'il y a des possibilités du coup d'ajustement de ces seuils en fonction des objectifs de surveillance ou des objectifs des études que l'on peut mener. Donc il y a pas mal d'opportunités, on va dire, de développement par rapport à ces méthodes-là. C'est des travaux que j'ai initiés qui sont en cours. Donc là, on était sur des analyses vraiment statistiques et de passer sur des analyses bayésiennes, en fait, parce que pour l'instant, c'est vraiment plus visuel. On n'a pas estimé de sensibilité, de spécificité d'une méthode par rapport à l'autre. Et donc, c'était de regarder un petit peu justement la sensibilité, la spécificité de ces méthodes l'une par rapport aux autres, puisqu'on n'a pas de méthode de référence, euh, pour essayer d'estimer ce qui pourrait être le mieux en fonction des objectifs qu'on se fixe. Et dans ce travail-là, on n'a pas du tout évalué encore l'effet de variables associées telles que l'âge ou le sexe. On sait que l'âge pourrait jouer, notamment en termes de sérologie, sur des modèles où on sait qu'il peut y avoir une accumulation au cours du temps. Donc voilà, et donc ce qui pourrait permettre d'améliorer la précision de nos classifications. Alors maintenant, application plus pour revenir sur le côté faune sauvage, mammifère. Du coup, ces études-là d'utilisation de tests sérologiques sont déjà utilisées pour essayer de rechercher des réservoirs, notamment chez les chauves-souris. C'est le cas pour les filovirus. Et là, dans la suite de travail qu'on est en train de faire, c'est de regarder justement l'exposition à ces coronavirus dans des populations de chauves-souris spécifiques. Donc, ce travail-là, j'ai oublié de le mentionner, c'était mené au Cambodge. Du coup, de regarder dans ces populations de chauves-souris au Cambodge, est-ce qu'on peut avoir une idée de l'étendue de ces infections passées, en tout cas dans ces populations-là. C'est un outil qui pourrait aussi permettre d'utiliser, d'explorer justement l'exposition passée d'animaux domestiques et de voir leur potentiel comme animal sentinelle pour des expositions chez l'homme. C'est le cas de travaux qui sont en cours, notamment avec l'utilisation de chiens qui pourraient servir de sentinelles pour certains pathogènes particuliers. Et l'intérêt aussi voilà, de ces panels, c'est qu'ils peuvent être customisables, en gros, selon les antigènes, les pathogènes qu'on peut regarder, et avoir des panels qui pourraient être plus focalisés sur des pathogènes de chauve-souris ou de rongeurs, ou mixer tout ça pour des travaux sur différents types de populations. Voilà, je voudrais remercier tous les partenaires, tout le monde qui a pu participer à ce travail, et merci de votre attention.